Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez complexe, l'utilisation prolongée des benzodiazépines puis des médicaments Z, ici au Québec. Oui, c'est un enjeu de santé publique qui fait jaser ces temps-ci. Mais, tu sais, ça remonte loin, aux années 80 même. Exact. On se base sur une publication de l'Ordre des pharmaciens du Québec de l'interaction, mais aussi sur des notes critiques qui, disons, amènent un autre regard. Mhm. Notre but, là, c'est d'explorer un peu la position de l'OPQ. Eux, ils encouragent les pharmaciens à mieux intervenir, mais sans vraiment imposer d'obligations strictes. C'est ça. Puis de l'autre côté, t'as les critiques qui disent non, ça prend des actions plus fermes, obligatoires même. Oui, puis qui insistent beaucoup sur le consentement éclairé du patient, comme c'est prévu dans la loi québécoise. Exactement. Bon, alors, décortiquons ça. On sent déjà la tension entre l'approche suggérée par l'Ordre puis ses demandes pour une responsabilité plus forte des pharmaciens. Comment l'OPQ voit ça, au juste? Mais en gros, l'OPQ, ils reconnaissent qu'il y a des risques avec ces médicaments-là, c'est clair. OK. Ils rappellent aussi que le pharmacien a son jugement professionnel. Tu sais, une prescription, c'est une autorisation, mais c'est pas une obligation absolue de servir le médicament coûte que coûte. Le pharmacien peut, puis même devrait, parler au médecin. Mhm. Ils mettent beaucoup l'accent sur le dialogue avec le patient, créer un lien de confiance pour pouvoir aborder le sevrage, les alternatives aussi, genre le soutien psy, les ressources comme au CLC. L'Ordre note aussi qu'il y a eu des progrès, quand même. Une baisse de consommation, 30 en 10 ans. Oui, mais Mais il y a encore une surprescription, surtout chez les personnes âgées. On parle de 12 au Québec, comparé à 7-8 ailleurs. c'est énorme! C'est ça. Fait qu'ils insistent sur les risques pour eux, les chutes, la confusion, les interactions médicamenteuses. Ils suggèrent un suivi serré, un sevrage graduel, utiliser des brochures d'infos comme outil. Oui, puis c'est là que les critiques embarquent solidement. Pour eux, cette approche de sensibilisation, les outils d'information, ben c'est pas assez, là. Pas assez vu l'ampleur du problème. Exactement, vu l'ampleur puis l'ancienneté du problème. Ils disent qu'un simple dossier, une brochure sans action plus directive, ben ça risque pas de changer des habitudes qui sont installées depuis des décennies. Puis les critiques touchent aussi au langage utilisé par l'Ordre. Absolument. C'est un point important qu'ils soulèvent. Tu sais, parler d'accoutumance au lieu de dépendance. Ou d'enjeu d'efficacité plutôt que d'enjeu de dangerosité, mais ça peut comme minimiser la gravité des risques réels. Ça change la perception. Oui. Puis l'idée qu'on n'est pas certain les effets à long terme, ça aussi c'est contesté. Les critiques rappellent les dangers sont documentés depuis les années 80. Le Collège des médecins ont sorti des lignes directrices en 97, puis la FDA aux États-Unis a même mis un avertissement black box en 2020. C'est pas rien. OK. Donc l'info sur les risques, elle est là depuis longtemps. Fait que les critiques, ils proposent quoi, concrètement? Ben, ils insistent sur le devoir déontologique d'informer le patient obligatoirement des risques de l'usage prolongé. Puis ça, dès la première prescription. Pas juste attendre le bon moment pour ouvrir le dialogue. C'est ça. Pas juste attendre. Puis ils remettent en question le focus juste sur les aînés, les risques santé mentale, sevrage difficile, même les idées suicidaires, ça touche tout le monde, peu importe l'âge. C'est vrai. Puis d'ailleurs, le document de l'OPQR, il parle pas du syndrome de sevrage prolongé, le BIND, là. The bind. Oui, benzodiazépine induced neurological dysfunction. C'est des symptômes qui peuvent durer vraiment longtemps après l'arrêt. C'est pas mentionné. Puis même le rythme de sevrage que l'ordre suggère, genre réduire de 25 Oui. ben c'est critiqué. Des experts comme Ashton, Horowitz, puis beaucoup de patients disent qu'il faut y aller beaucoup, beaucoup plus lentement, genre 3 des fois, pour éviter la souffrance. Wow. 3 vs 25 c'est une grosse différence. Puis ces enjeux-là, ça devient très concret quand on entend les histoires des gens. Tellement. On a lu le cas de James, sevrage super difficile, des séquelles, puis il se demande pourquoi son pharmacien lui a jamais parlé des risques de son Rivotril pendant toutes ces années. Mhm. Puis Lina, qui a réussi son sevrage après 10 ans de clonazepam, mais avec un accompagnement hyper serré. Ça rend le débat moins abstrait, tu sais. Exactement. Le cas de James, ça montre bien les conséquences si l'info manque au début. Puis ça nous ramène direct à la question légale et éthique que les critiques soulèvent. Le consentement éclairé. Le droit du patient de savoir pour pouvoir consentir, en gros. Précisément. Les critiques citent les articles 8 et 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la LSSS. C'est super clair, hein? Personne ne peut recevoir des soins sans son consentement libre et éclairé. Article 8. OK. Puis ce consentement-là, il doit être manifeste. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste présumer que la personne est d'accord. Article 9.
Fait que la question, c'est ça. Si on sait depuis des décennies que les benzos pris longtemps sont dangereux, Oui. est-ce que l'approche actuelle, qui n'oblige pas le pharmacien à informer systématiquement de ces risques-là, puis à obtenir un consentement clair pour l'usage à long terme, est-ce que ça respecte vraiment la loi qui protège le patient? C'est ça le nœud du débat. OK, je vois. Alors, pour résumer, on a d'un côté l'Ordre des pharmaciens qui mise sur la sensibilisation, le dialogue volontaire, l'autonomie du pharmacien. C'est ça, l'approche plus souple, disons. Puis de l'autre, les critiques qui réclament des obligations claires, basées sur le devoir de protéger le public, puis surtout sur ces articles 8 et 9 de la LSSS sur le consentement. C'est tout à fait ça. Ça met vraiment en lumière la tension entre encourager les bonnes pratiques puis l'obligation légale et éthique de protéger activement les patients contre des risques graves, connus puis documentés depuis longtemps. Est-ce que juste encourager, c'est assez face à l'ampleur du problème puis aux droits des patients? Puis ça nous laisse avec cette question pour réfléchir. Si un traitement a des risques importants, bien connus, après une certaine durée, puis que la loi demande un consentement manifeste pour tous les soins, à quel point l'information sur ces risques puis l'intervention du professionnel deviennent non seulement une bonne pratique, mais une vraie obligation pour garantir ce droit fondamental du patient de décider en connaissance de cause.